Je voudrais quand même commencer par ce qui est aussi une forme de continuité, ce qui se passe à Lampedusa. Ces images de Lampedusa qui depuis une semaine vit une crise majeure avec des embarcations qui arrivent sur ses côtes, plus de migrants qu'il n'y a d'habitants sur cette île et tous les hommes politiques à la fois européens, des différents pays, mais aussi des institutions européennes qui s'y succèdent en faisant appel à une forme de solidarité. L'avenir de l'Europe se joue à Lampedusa, dit la présidente de la Commission européenne. Est-ce que finalement c'est un échec de 40 ans qui ne sait pas gérer ? Comme vous le savez, je suis aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel et donc je suis astreint à un devoir de réserve. Il y aura peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent une loi sur l'immigration. Et cette loi sur l'immigration pourrait venir devant le Conseil constitutionnel, donc je ne vais pas entrer dans le débat politique. Simplement 2 ou 3 remarques. Première remarque, le problème il est devant nous. Tant que des jeunes Africains et Africaines ou venant d'autres régions du monde ne trouveront pas d'emploi chez eux, vivront dans la misère, ils essaieront de venir chez nous. Et donc la vraie solution, c'est d'attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire de lutter contre les inégalités et de rétablir des conditions de développement. Chacun a envie de vivre au pays. Et si on part, c'est par force, d'une certaine manière. Alors quand j'ai dit ça, j'ai pas la solution. C'est un défi majeur. C'est un défi pour l'Europe. Je pense que l'Europe devrait être beaucoup plus audacieuse dans la conception d'un grand plan de partenariat et d'investissement avec les pays africains. Plus solidaire ? 4 milliards, ça c'est le deuxième aspect. 4 milliards d'Africains, probablement d'ici la fin du siècle, si le taux de natalité reste ce qu'il est. Au Niger, je crois que c'est 7 enfants par femme. Voilà. Et ça changera avec le développement économique. Et puis, ma deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas de réponse à ce problème majeur qui est devant nous et qui va être aggravé par le changement climatique, bien entendu, puisque aux migrations économiques vont s'ajouter les migrations climatiques. Il n'y a pas de réponse purement nationale. Regardez le Brexit. Monsieur Boris Johnson avait expliqué aux Britanniques qu'il allait reprendre le contrôle de sa politique d'immigration. Il y a 2 fois plus d'arrivées, je crois que c'est le chiffre à peu près, en Grande-Bretagne aujourd'hui que lorsque la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne. Et donc, il faut faire jouer la solidarité européenne. Il faut aller plus loin dans la définition d'un cadre européen. C'est en cours. Il y a un texte qui a été approuvé, je crois, par le Conseil des ministres et qui est en cours de discussion. Les négociations au se poursuivent. Parlement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a quand même un sentiment d'inefficacité et de décalage entre la théorie et la pratique. C'est d'ailleurs ce qui est très frappant aussi à travers votre livre, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés auxquelles vous vous heurtez, où malgré des bons sentiments, il y a des moments de très grande violence. Je pense notamment sur ces questions d'immigration, à ce à quoi vous aviez dû faire face en août 96 avec la fameuse église Saint-Bernard qui avait été occupée. On a retrouvé des images, elles pourraient être aussi aujourd'hui, c'est-à-dire de cette question de la confrontation. Vous dites dans votre livre que vous ne regrettez pas, qu'il fallait être ferme. Il faut être ferme, naturellement. Je ne vais pas m'engager dans le débat politique. Je viens de dire que je ne le ferai pas. Non, mais sur ce que vous avez vécu, j'imagine que ces moments-là, c'est des moments générales. aussi de tiraillement. Il faut faire preuve, effectivement, d'autorité. Mais moi, je conteste l'idée que les politiques sont totalement impuissants. C'est un des messages de mon livre. Je fais un appel à l'engagement politique. Vous êtes très optimiste dans votre livre, quand même, sur la politique. Je reste optimiste et je reste confiant dans l'avenir. Je passe mon temps à expliquer à mes auditoires que c'était pas mieux avant. Et que donc, il faut se donner les moyens de progresser. Donc je pense qu'il y a des solutions. J'entendais tout récemment, je crois que c'était sur vos antennes, Patrick Stefanini, qui connaît très bien ces questions, et qui expliquait que la Grèce avait obtenu des améliorations, parce qu'elle a mis en place un système qui permet de traiter les demandes d'asile à la frontière et non pas à l'intérieur du pays. Donc il y a des solutions, il faut simplement les étudier ensemble et agir ensemble. Alain Juppé, vous dites que, en effet, vous gardez une très haute estime pour les hommes politiques, qu'ils sont souvent caricaturés. Toujours. Mais est-ce que cet optimisme n'est pas une forme de naïveté ? Peut-être, on m'a accusé d'être naïf. Je ne crois pas que j'ai été naïf. Vous savez, je connais ces problèmes peut-être beaucoup mieux que ceux qui m'accusent de naïveté. J'ai été pendant 12 ans maire du 18e arrondissement. Et ce n'est pas simplement la place du Tertre à l'avenue Junot, c'est la Goutte d'Or. J'ai passé des heures et des heures en discussion avec des associations de la Goutte d'Or. Et Bordeaux n'est pas peuplé exclusivement de riches propriétaires viticoles. Il y a aussi des quartiers politiques de la ville et des quartiers difficiles. Donc je connais
ces problèmes, je les ai vécus au contact de mes concitoyens. Je pense simplement que céder au pessimisme, au déclinisme, expliquer que tout est foutu et que nous sortons de l'histoire, ça ne sert à rien. Ça sape le moral des peuples et au contraire, il faut redonner une perspective et une espérance aux Français. Et vous parlez d'ailleurs à l'instant de Bordeaux. On sent que ça a été aussi une des souffrances, le moment des Gilets jaunes, où vous vous retrouvez face à votre ville de Bordeaux, dont le centre-ville est parfois saccagé, samedi après samedi, par les mouvements des Gilets jaunes. Et là, vous avouez une forme d'incompréhension. Vous dites, mais qui sont ces gens ? Oui, c'est vrai, parce que Bordeaux avait la réputation d'être une ville tranquille. C'était pas uniquement une réputation, c'était une réalité. Et tout d'un coup, elle devient l'épicentre de cette quasi-insurrection. J'ai vu, samedi après samedi, dans le PC de la mairie, les choses se dérouler dans les quartiers de la ville. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. On m'a expliqué que c'est parce que Bordeaux avait trop bien réussi, qu'elle s'était trop embellie, qu'elle était devenue trop attractive et que donc elle suscitait des frustrations ou des jalousies dans son environnement. Je pense qu'il faut absolument éviter d'antagoniser, comme on essaye de le faire aujourd'hui, les métropoles et puis les villes moyennes ou les espaces ruraux. C'est dans la complémentarité entre les deux qu'on trouvera des solutions. Sauf que certains se sont sentis exclus. Le rayonnement de Bordeaux a profité à l'ensemble de la Gironde. À part peut-être certains territoires, c'est vrai, qui ont été un peu oubliés, mais globalement, ça a profité à la Gironde. Donc, essayons de chercher, là encore, c'est mon message aussi, non pas l'affrontement, mais le partenariat et la collaboration. J'avais créé, par exemple, avec Libourne, qui est une commune assez proche de Bordeaux, une sorte de contrat de coopération qui nous a permis de marquer des points. Oui, mais là encore, pardon, votre réponse montre que vous dites « n'antagonisons pas ». Mais le problème n'est pas d'antagoniser, le problème est le sentiment d'être exclu. Si, le problème est d'antagoniser parce qu'on passe son temps... alors tous ceux qui nous expliquent que les métropoles ont été trop loin et bénéficient trop de l'attention des pouvoirs publics. Je voudrais rappeler pourquoi on a fait des métropoles. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était Paris et le désert français. Les grandes métropoles ont réussi. Nantes, Montpellier, mais depuis, je peux vous répondre que c'est etc. devenu l'archipel français. Non, pour parler du livre de Jérôme Fourquet. Ce sont des formules un petit peu faciles. Alors, l'archipel français, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, ma réponse, elle consiste à trouver des solutions positives. Et les solutions positives, c'est faire bénéficier les territoires des villes moyennes et les territoires ruraux de la prospérité des métropoles. Je ne remets pas en cause votre bonne volonté. C'est-à-dire que vous répondez ce que vous avez fait. Mais moi, je vous dis ce qu'eux ont ressenti quand ils arrivent dans la ville de Bordeaux. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à développer des politiques de partenariat. Ils ont mal compris. Non, c'est pas qu'ils ont mal compris, je ne stigmatisais personne. Et je cherche la réponse. La réponse, c'est pas de dire oui, ça va pas, on va continuer à se friter les uns contre les autres. Mon message aussi, c'est la recherche de la modération. Aujourd'hui, on est en permanence dans l'hystérie, l'injure, la violence verbale et parfois physique. Ça ne mène à rien. Et je défends la thèse selon laquelle la modération, c'est beaucoup plus difficile que de monter aux extrêmes. Et vous estimez d'ailleurs que c'est une des grandes difficultés de notre époque, réussir à se faire entendre quand on est modéré, oui, quand on est subtil. Bien sûr, quand on vous dit je suis modéré, on vous dit vous êtes mou. Et la modération apparaît comme de l'indécision. C'est tout à fait différent. Je vous conseille la lecture de cet excellent ouvrage d'un de vos confrères qui s'appelle Jean Beerbohm, qui s'appelle Le courage de la nuance. Et il montre qu'il y a une forme de radicalité dans la modération. Et vous la revendiquez. Vous dites oui, je suis un radical de la nuance. C'est ce que j'ai essayé de faire. Oui.